Les cargos s'arrêtent et l'Europe découvre une dépendance brutale. En 2025, le cobalt triple en quelques jours, tandis que plus de 30 milliards d'actifs en euros sont suspendus. Que devient votre sécurité économique quand Ibrahim Traoré renverse la règle? Derrière des audits, des permis gelés et des exportations conditionnées au raffinage local, le pouvoir glisse vers les fournisseurs. Les chaînes industrielles européennes, sans marge tampon, lisent soudain la règle comme un risque, pas comme une habitude, et chaque cargaison manquante devient un signal durable. Les ports méditerranéens se vident et l'idée d'un ajustement temporaire ne tient plus. Ce récit poursuit un objectif précis, celui de démêler comment des décisions dites techniques produisent un basculement durable des rapports économiques. Et pour vous, l'intérêt est clair. Lire l'Afrique 2025, non. Et il va 2025 sans angle morts analytiques majeurs. L'enjeu dépasse la conjoncture. Quand des corridors d'exportation se figent, quand des permis sont suspendus, quand des chaînes de valeur se déplacent, les repères hérités cessent de fonctionner. Les États perdent leur marge de manœuvre, les entreprises révisent leur modèle de risque et les citoyens encaissent des effets différés qu'aucun discours rassurant ne compense. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré sert de point de lecture, non comme figure isolée, mais comme symptôme d'un tournant partagé où la règle administrative devient levier stratégique. Le fil directeur est simple. Si l'inertie faisait tenir l'ancien système, que se passe-t-il lorsque l'habitude d'obéir aux clauses disparaît? Et surtout, quel signal mesurable a rendu cette vulnérabilité impossible à nier? Le signal n'a pas pris la forme d'un discours, mais d'un chiffre brutal. Genre brutal. En 2025, le prix du cobalt triple en quelques jours sur le London Metal Exchange, exposant une dépendance que beaucoup pensaient maîtriser. Ce mouvement, apparemment technique, révèle qu'un fournisseur peut désormais réécrire les conditions de sa participation à l'économie mondiale. Pour comprendre cette secousse, il faut revenir à l'architecture qui l'a rendue possible. Pendant des décennies, les accords commerciaux européens ont organisé un échange asymétrique présenté comme coopératif. L'Afrique fournissait les ressources, l'Europe définissait les routes, les normes et les clauses. Les préférences tarifaires donnaient une impression d'équilibre, mais chaque préconditionnel, chaque contrat d'extraction et chaque dispositif monétaire ajoutait un degré de dépendance supplémentaire. Les monnaies arrimées à l'euro, les exigences imposées aux banques locales et l'afflux d'importations à bas coût ont freiné l'émergence d'industries capables de transformer la valeur sur place. Ce système paraissait stable parce qu'il reposait sur l'inertie. Tant que les flux ne s'interrompaient pas, les courbes restaient lisses et les bilans rassurants. Pourtant, sous cette surface, les fissures s'élargissaient. Dans le Sahel, le bassin du Congo et la Corne de l'Afrique, une génération de décideurs a commencé à poser une question simple, sans manifeste idéologique. Pourquoi accepter des règles façonnées ailleurs lorsque les ressources sont locales? C'est dans ce climat qu'Ibrahim Traoré devient un repère analytique, non comme figure isolée, mais comme symptôme d'un tournant partagé. Sa formule sur la liberté qui commence dans l'esprit cesse d'être une phrase pour devenir une méthode, traduite en décisions administratives concrètes. Des pays différents engagent des ruptures qui se répondent, révélant une logique commune. Lorsque des cargos s'arrêtent et que des permis sont suspendus, le doute initial trouve une première réponse. Ce qui semblait ponctuel marque le début d'un déplacement durable du pouvoir économique. Pour saisir le basculement, il faut quitter les déclarations générales et suivre les acteurs qui transforment une intuition en procédure concrète. Le changement ne vient pas d'un sommet spectaculaire, mais de salles de réunion modestes, mais
où des équipes techniques relisent des clauses longtemps considérées comme intouchables. Là, des ministres des Finances et des responsables juridiques découvrent que le levier décisif n'est ni rhétorique ni idéologique, mais administratif. Un premier cas l'illustre clairement. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des groupes étrangers n'interrompt pas seulement des opérations. Elle révèle qu'une souveraineté peut s'exprimer par un formulaire gelé et un calendrier repoussé. En quelques heures, les partenaires internationaux demandent des clarifications, signe que l'autorité effective réside dans la règle, non dans le discours. Le geste est limité, l'effet est psychologique immédiat. Un second cas confirme la logique. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné déplace la négociation vers la chaîne de valeur. Les acheteurs étrangers revoient leurs marges, tandis que les autorités mettent en avant la transformation locale comme condition minimale. Aucune mise en scène, seulement une décision technique aux conséquences stratégiques. Ces micro-ruptures partagent un fil conducteur. Le pouvoir se déplace parce que des acteurs intermédiaires cessent d'appliquer mécaniquement des cadres hérités. Les premiers impacts restent discrets, mais ils modifient les attentes. Les marchés intègrent l'hypothèse d'un fournisseur qui décide. Dans cette lecture, la référence à Ibrahim Traoré aide à nommer le mouvement sans l'exagérer. Il rend lisible ce que les procédures ont déjà enclenché. L'idée est simple. Quand la règle change, l'équilibre suit. Avant le basculement, les échanges suivaient une routine éprouvée. Les cargaisons partaient selon des calendriers prévisibles, les permis se renouvelaient presque automatiquement, et les discussions commerciales restaient cantonnées à des ajustements marginaux. Les marchés lisaient ces flux comme des constantes. Puis, en quelques semaines, cette normalité a cédé. L'activation n'a rien eu de spectaculaire. Elle a pris la forme de décisions administratives successives formulées dans un langage neutre. Des gouvernements suspendent des permis, exigent des audits ou conditionnent les exportations à des capacités locales de transformation. Pris isolément, chaque geste paraît technique. Ensemble, ils créent un effet de seuil. Les cargaisons se figent, les assureurs demandent des renégociations, les délais s'allongent. L'ancien système montre qu'il dépend moins de contrats solides que de l'habitude de ne pas les contester. Le point de bascule arrive lorsque ces décisions commencent à se répondre d'un pays à l'autre. La République démocratique du Congo annonce qu'aucun cobalt ne quittera le territoire sans raffinage africain. Le communiqué est bref, presque administratif. L'impact, lui, est immédiat. En quelques jours, le prix mondial du cobalt triple. Les fabricants européens ralentissent leurs lignes. Les ports méditerranéens se vident. Ce qui était présenté comme un ajustement local devient un choc global. Les marchés découvrent que la dépendance n'était pas théorique mais structurelle. Dans le même temps, d'autres États suivent des logiques parallèles. Le Nigeria propose des mécanismes de paiement alternatifs, contournant l'euro sans confrontation ouverte. La Namibie exige une participation nationale majoritaire pour toute nouvelle extraction. Le Ghana verrouille l'exportation de l'or non transformé. Aucun de ces actes n'est spectaculaire pris seul. Leur synchronisation, en revanche, brise un modèle qui fonctionnait par coutume plus que par loi. C'est dans cette phase que la figure d'Ibrahim Traoré prend valeur de repère. Non comme chef d'orchestre unique, mais comme voix qui assume publiquement ce que d'autres mettent en œuvre discrètement. Lors de réunions régionales et de prises de parole mesurées, il affirme que l'Afrique ne cherche pas la rupture, mais la cohérence. Ces mots donnent une lisibilité politique à une série de décisions techniques déjà en cours. Le message circule. Les règles peuvent être renégociées sans déclaration de guerre économique. Les répliques se font alors sentir en Europe. Les réunions d'urgence se multiplient. Les techniciens parlent de l'ajustement temporaire, mais les chaînes d'approvisionnement n'ont plus de marge tampon.
Chaque cargaison manquante devient une faille. Le nickel s'agite. L'uranium se raréfie. Les constructeurs automobiles évoquent des risques de baisse de production. Une inquiétude diffuse s'installe. La prospérité dépend désormais d'autorisations extérieures. La séquence se referme provisoirement sur une évidence. Ce qui a commencé comme une série de gestes administratifs s'est transformé en un tournant systémique. Le centre de gravité s'est déplacé sans fracas, mais avec méthode. La question ouverte au départ trouve une première réponse. Le pouvoir change quand les règles cessent d'être implicites. Avant les restrictions, les flux miniers africains alimentaient l'industrie mondiale sans interruption majeure. Après les décisions successives, une seule variable déplacée a suffi à exposer la fragilité de l'ensemble. Le passage du flux continu à la conditionnalité transforme des données routinières en signaux de rupture, lisibles par tous les acteurs. Commençons par un premier indicateur, le cobalt. Lorsque la République démocratique du Congo annonce que l'exportation sera conditionnée à une capacité de raffinage locale, le prix mondial triple en quelques jours. Ce chiffre montre que la valeur ne dépendait pas seulement de la demande finale, mais de l'accès sécurisé à la matière. La hausse n'est pas une flambée spéculative classique, elle révèle une dépendance structurelle, celle d'un marché qui croyait disposer de fournisseurs substituables et découvre qu'un point de passage décisif ne l'est pas à court terme. Les fabricants de batteries, l'automobile électrique et les énergies renouvelables intègrent soudain un risque qu'ils n'avaient jamais modélisé comme politique. Regardons maintenant un deuxième indicateur, celui des les réserves monétaires. Le 1er août 2025, 6 pays d'Afrique de l'Ouest suspendent plus de 30 milliards d'actifs libellés en euros. Ce mouvement signale une réorientation calculée, non une fuite panique. L'effet immédiat est psychologique autant que financier. Pendant des décennies, l'euro a fonctionné comme une encre perçue comme incontournable. En réallouant une part significative vers des devises asiatiques et moyen-orientales, ces États démontrent qu'ils peuvent gérer le risque monétaire sans provoquer l'effondrement annoncé par certains analystes. Les marchés européens réagissent par nervosité. Les places africaines y voient un apprentissage accéléré de la souveraineté financière. Prenons enfin un troisième indicateur, celui de la chaîne industrielle européenne. Après la réduction des flux africains, des constructeurs automobiles allemands évoquent des risques de fermeture d'usines en quelques semaines. La rapidité de cette alerte révèle l'absence de marge de manœuvre accumulée. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Une industrie réputée robuste découvre que ses stocks tampons et ses alternatives logistiques sont insuffisants. Les ports de Marseille et d'Anvers, inhabituellement silencieux, deviennent des symptômes visibles d'une asymétrie inversée. L'Europe dépend désormais de décisions qu'elle ne maîtrise plus. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une même logique. Le pouvoir économique ne s'est pas déplacé parce que les discours se sont durcis, mais parce que les paramètres mesurables ont changé. Les minerais deviennent des leviers, les devises se transforment en messages stratégiques et les chaînes logistiques agissent comme des capteurs de souveraineté. Les, les tableaux de bord, longtemps techniques, prennent une dimension politique. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré éclaire la lecture sans ajouter de chiffres. Ces prises de position donnent une cohérence politique à ce que les données révèlent déjà. La liberté évoquée comme point de départ mental se traduit ici par des indicateurs concrets, observables et comparables. Les chiffres confirment que le basculement n'est pas narratif mais opérationnel. Ces preuves quantitatives ferment une dette de curiosité. Elles montrent que l'ancien équilibre reposait sur l'inertie et la prévisibilité des fournisseurs. Une fois cette inertie rompue, la mécanique apparaît au grand jour. Reste alors une question centrale, désormais mesurable.
Comment interpréter les arguments de ceux qui affirment que cette transformation serait exagérée ou réversible? Pour mesurer correctement la portée du basculement, il faut présenter les critiques dans leur forme la plus rigoureuse. Deux arguments dominent les analyses sceptiques, chacun appuyé par une logique cohérente qui mérite d'être examinée sans caricature. Le premier argument relève de la prudence structurelle. Selon cette lecture, les suspensions de permis, les interdictions d'exportation ou les réallocations de réserves seraient des outils de négociation transitoire. Les, les économies africaines resteraient dépendantes des revenus issus des matières premières, tandis que les capacités industrielles locales demeureraient insuffisantes pour absorber l'ensemble des flux. Dans cette perspective, l'Europe conserverait des leviers financiers, technologiques et réglementaires capables d'amortir le choc. Le système traverserait une turbulence, non une rupture d'époque, et finirait par revenir vers un équilibre proche de l'ancien. Le second argument insiste sur le risque de dépendance nouvelle. D'autres analystes soulignent qu'un éloignement relatif de l'Europe ne garantit pas l'autonomie. Les capitaux asiatiques, les financements du Golfe ou les technologies importées pourraient recréer des asymétries comparables sous des formes différentes. L'Afrique remplacerait alors une tutelle ancienne par une tutelle émergente, moins visible mais tout aussi contraignante. Le discours de souveraineté masquerait une simple rotation des partenaires, sans transformation profonde des rapports de force. Ces objections sont solides. Pourtant, les faits observables en limitent la portée. Le triplement rapide du prix du cobalt, l'arrêt quasi immédiat de chaînes industrielles européennes et la suspension coordonnée de plus de 30 milliards d'actifs en euros indiquent autre chose qu'un geste isolé. Ils révèlent une capacité nouvelle à agir simultanément sur plusieurs leviers: ressources, monnaie et réglementation. Cette combinaison distingue une négociation ponctuelle d'une architecture en formation. De plus, les décisions prises par des pays au profil différent suivent une logique commune: récupérer la valeur ajoutée et redéfinir les conditions sans rompre les échanges. Cette cohérence réduit le risque d'un simple déplacement de dépendance. Dans cette lecture, la référence à Ibrahim Traoré éclaire moins une idéologie qu'une méthode: la souveraineté comme capacité à renégocier en continu. Les critiques rappellent des risques réels, mais les données montrent que le statu quo n'est plus le point d'équilibre. À mi-parcours, un changement de lecture s'impose. Jusqu'ici, les événements pouvaient être interprétés comme une succession de réactions techniques. À partir de ce point, ils forment un cadre. Les décisions africaines cessent d'apparaître comme des exceptions et deviennent des références implicites pour les négociations futures. Les acteurs extérieurs ajustent leurs attentes avant même que les annonces ne tombent, intégrant l'hypothèse d'un fournisseur qui conditionne l'accès plutôt qu'il ne le subit. Le basculement tient dans la coordination. Les restrictions sur les ressources, les audits contractuels et les réorientations monétaires ne sont plus perçues comme des initiatives nationales isolées. Ensemble, ils dessinent une grammaire commune. Les marchés, sensibles aux signaux faibles, l'intègrent dans leur modèle. Les primes de risque évoluent, les calendriers d'investissement se réécrivent et l'incertitude change de nature. Elle devient structurelle, non conjoncturelle. C'est ici qu'Ibrahim Traoré devient un point de lecture central, non parce qu'il impose une direction unique, mais parce qu'il nomme ce que d'autres pratiquent déjà. En affirmant que la liberté commence dans l'esprit, il traduit une transition psychologique décisive. Accepter que les règles soient négociables transforme la manière de les appliquer. Cette acceptation collective accélère le mouvement plus sûrement qu'un décret. À ce stade, une certitude s'impose. Le débat ne porte plus sur l'existence du basculement, mais sur ses conséquences concrètes.
Les effets du réalignement ne se diffusent pas de manière uniforme. Ils traversent 4 sphères distinctes: État, entreprises, citoyens et équilibres régionaux, chacune révélant une facette du déplacement de pouvoir en cours. Du côté des États, l'impact immédiat est institutionnel. Les gouvernements récupèrent un espace décisionnel longtemps contraint par des cadres externes. La suspension de permis, l'audit de contrats anciens et la conditionnalité des exportations permettent de fixer des priorités sans validation préalable. Cette autonomie reste exigeante. Elle suppose une coordination étroite entre administrations financières, juridiques et industrielles. Là où cette cohérence progresse, l'État devient stratège. Là où elle manque, les tensions internes réapparaissent. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré sert de repère opérationnel. La souveraineté n'est pas proclamée, elle se pratique à chaque signature. Du côté des entreprises, les conséquences sont asymétriques. En Afrique, les acteurs extractifs et énergétiques font face à de nouvelles obligations: participation nationale, transformation locale, transparence contractuelle. Certaines entreprises y voient une contrainte qui réduit les marges à court terme. D'autres anticipent un positionnement plus durable fondé sur l'intégration de la chaîne de valeur. En Europe, l'effet les plus abrupts. Des industriels découvrent que leur modèle reposait sur une continuité jamais garantie. Les alertes de ralentissement dans l'automobile, l'électronique ou l'énergie traduisent moins une crise passagère qu'un défaut de préparation à la négociation souveraine des fournisseurs. Du côté des citoyens, les répercussions sont contrastées. Dans les grandes métropoles africaines, le mouvement suscite un sentiment de revalorisation. Les ressources, longtemps perçues comme abstraites, deviennent un enjeu public. L'idée d'une seconde indépendance circule, portée par la perspective d'emplois industriels et de recettes mieux captées. Dans les zones rurales, la transition est plus ambivalente. Les bénéfices attendus restent différés, tandis que les ajustements peuvent après les provoquer des tensions temporaires sur les prix ou l'emploi. Le récit de souveraineté inspire, mais il n'efface pas immédiatement les contraintes quotidiennes. Du côté des équilibres régionaux, le renversement est tout aussi net. L'Europe perd son rôle d'arbitre implicite. Les États-Unis oscillent entre inquiétude et opportunité. L'Asie et le Golfe deviennent des partenaires majeurs sans imposer un cadre unique. L'Afrique n'est plus un espace à stabiliser, mais un acteur à consulter. Les institutions multilatérales revoient leur grille de lecture, intégrant des paramètres autrefois secondaires. Ces conséquences convergent vers une même conclusion: le basculement n'est pas théorique, il se mesure dans les procédures, les bilans et les perceptions. Le pouvoir s'est déplacé parce que les règles ont cessé d'être silencieuses et parce que des acteurs assument désormais ce déplacement, à l'image d'Ibrahim Traoré lorsqu'il donne une lisibilité politique à des décisions déjà opérationnelles. À court et moyen terme, l'évolution du réalignement africain peut suivre 3 trajectoires distinctes. Aucune n'est certaine. Chacune dépend de la capacité des États à coordonner ressources, monnaies et alliances sans rompre les équilibres internes. Dans une trajectoire de consolidation prudente, si les gouvernements poursuivent une renégociation progressive des contrats d'extraction et de transformation, les restrictions à l'exportation restent ciblées. La diversification des réserves monétaires se fait par paliers afin d'éviter des chocs excessifs. Les raffineries locales avancent à capacité partielle, soutenues par des partenariats multiples. Dans ce cadre, l'Europe s'adapte sans retrouver son rôle directif et les marchés réapprennent à intégrer la conditionnalité comme variable normale. Si la cohérence réglementaire se maintient, alors la transition gagne en stabilité sans escalade. Dans une trajectoire d'intégration accélérée,
Si une coordination continentale plus rapide s'installe, les plateformes de paiement régionales gagnent en interopérabilité et les projets industriels attirent des capitaux orientés vers la transformation locale. Les règles deviennent plus prévisibles, réduisant l'incertitude pour les investisseurs. Les États négocient à partir d'une position collective lisible, ce qui améliore le partage de la valeur ajoutée sur le continent. Si la prévisibilité progresse, alors la valeur se capte plus en amont et les partenaires extérieurs s'ajustent aux conditions nouvelles. Dans une trajectoire de fragmentation et de pression croisée, si les intérêts nationaux divergent trop fortement, certains pays privilégient des recettes immédiates tandis que d'autres bloquent les flux sans alternative industrielle prête. Les tensions internes ralentissent les projets logistiques et des pressions extérieures émergent sous forme de contraintes réglementaires ou de mesures coercitives. La dépendance à de nouveaux partenaires technologiques risque alors de recréer des asymétries. Si la coordination se fragmente, alors l'incertitude domine et la crédibilité s'érode. Face à ces trajectoires, une posture analytique s'impose. Il ne s'agit pas de lire le réalignement comme une rupture binaire, mais comme un gradient de coordination. La variable décisive des prochains mois ne sera pas la rhétorique, mais la continuité stratégique entre décisions économiques et objectifs politiques. Anticiper ce gradient devient un avantage opérationnel. Pour les lecteurs professionnels, analystes, dirigeants, décideurs publics, ce moment agit comme un test stratégique. Les modèles de risque fondés sur la continuité des flux apparaissent insuffisants. Il devient nécessaire d'intégrer des variables longtemps secondaires, capacité de transformation locale, coordination réglementaire africaine et crédibilité des cadres juridiques émergents. Anticiper ces paramètres ne relève plus de la prospective lointaine, mais de la gestion courante. Ceux qui ajustent tôt leurs hypothèses gagnent en résilience. Ceux qui attendent subissent des ruptures qu'ils ne peuvent pas plus qualifier d'imprévues. Pour un public plus large, attentif aux dynamiques géopolitiques, l'histoire fonctionne comme un révélateur. Elle montre comment des décisions administratives, souvent invisibles, peuvent produire des effets systémiques. La puissance ne se manifeste pas uniquement par des sommets ou des alliances militaires, mais par la maîtrise des règles économiques. Cette lecture modifie la manière d'interpréter l'actualité internationale. Elle invite à regarder au-delà des déclarations et à suivre les procédures, les lois et les chiffres. Pour les communautés africaines et la diaspora, l'impact est plus intime. Le réalignement ravive une mémoire longue, faite de dépendances héritées et de marges de manœuvre limitées. Voir des États renégocier, suspendre ou redéfinir des cadres anciens suscite une fierté mesurée, mais aussi une exigence nouvelle. La souveraineté devient un processus à surveiller, non un slogan à célébrer. Les attentes augmentent, tout comme la responsabilité des gouvernants. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré revient comme un rappel méthodologique. La cohérence entre discours et procédure compte plus que l'effet d'annonce. Deux gestes concrets peuvent aider à lire la suite. D'abord, suivre les décisions réglementaires avant les déclarations politiques. Ensuite, comparer les calendriers industriels aux annonces monétaires. Ces indices simples réduisent l'angle mort analytique et permettent de distinguer le symbolique du structurel. Pour que la dynamique enclenchée ne reste pas un moment isolé, une méthode s'impose. Elle ne repose ni sur l'idéologie ni sur l'urgence symbolique, mais sur une séquence d'actions déjà visible dans les décisions récentes. L'objectif est de transformer un basculement politique en capacité durable, mesurable et ajustable. Pour commencer, il s'agit de formaliser la gouvernance des ressources. Les États doivent ancrer la notion de ressources stratégiques dans des cadres précis, critères de participation nationale, exigences de transformation locale, audits indépendants et calendriers clairs. Concrètement,
Cela mobilise ministères sectoriels et finances. Et cela peut commencer immédiatement. On pourra en mesurer l'effet par délai d'instruction et taux de conformité contractuel. Ensuite, il devient essentiel de consolider l'architecture monétaire régionale. La diversification des réserves et les mécanismes de paiement alternatifs gagnent à être coordonnés par des instances communes capables d'évaluer les risques et d'harmoniser les règles. Qui, banque centrale et autorité de marché. Et cela peut commencer par paliers trimestriels. On pourra en mesurer l'effet par volatilité et coût de règlement. Puis, il faut orienter les partenariats vers l'industrialisation. Les accords avec l'Asie, le Golfe ou d'autres partenaires n'ont d'impact structurel que s'ils intègrent ingénierie, formation et transfert de compétences. Qui, agences d'investissement et opérateurs publics. Et cela peut commencer à la renégociation des projets. On pourra en mesurer l'effet par part locale de la valeur ajoutée. Parallèlement, il est nécessaire d'installer une culture de souveraineté quotidienne. Transparence administrative, contrôle parlementaire et suivi citoyen réduisent l'arbitraire et stabilisent la crédibilité. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend toute sa portée analytique. La souveraineté comme discipline des procédures, pas comme slogan. Enfin, il convient de boucler l'évaluation. Tableau de bord public, revue semestrielle et correction rapide fermant la boucle décisionnelle. On pourra en mesurer l'effet par respect des calendriers et effet sur les chaînes de valeur. L'image qui revient n'est pas celle des marchés en panique ni des sommets officiels. Ce sont les salles discrètes évoquées plus tôt, ces espaces sans décor où des contrats ont été relus ligne par ligne. Là, un geste apparemment banal, une clause à noter, un calendrier modifié, un permis suspendu, a suffi à déplacer un équilibre que l'on croyait immuable. Ce motif initial donne sa cohérence à l'ensemble du récit. Avec le recul, le basculement n'apparaît ni soudain ni spectaculaire. Il se révèle progressif, presque silencieux, porté par une accumulation de décisions précises. C'est ce caractère méthodique qui en fait la force. Le changement n'a pas été imposé par la confrontation, mais par la maîtrise des règles et la constance des procédures. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur, non pour incarner une rupture héroïque, mais pour rappeler que la souveraineté commence par une disposition intérieure avant de s'inscrire dans des actes administratifs répétés. Ces mots résonnent moins comme un slogan que comme une discipline. Accepter de revoir ce qui semblait acquis et le faire sans fracas. La phrase qui résume ce parcours tient en peu de mots. La dignité change la direction du monde. Elle relie les décisions techniques à leur portée humaine. Elle rappelle que les grandes transformations naissent rarement du bruit, mais de la détermination calme de ceux qui décident que le statu quo n'est plus tenable. Ce récit ne vise pas à clore un débat, mais à l'ouvrir sur des bases plus solides. Le réalignement en cours n'appelle ni célébration automatique ni inquiétude réflexe. Il exige une attention nouvelle, capable de distinguer les gestes symboliques des transformations structurelles. Observer ces dynamiques avec rigueur devient une responsabilité partagée, surtout lorsque les règles cessent d'être implicites. Pour les lecteurs engagés, suivre cette évolution signifie accepter l'incertitude comme donnée centrale. Les équilibres anciens ne disparaissent pas d'un coup, mais ils cessent de fournir des repères fiables. Comprendre les choix africains, leurs contraintes et leurs ambitions permet d'éviter les lectures simplistes et les réactions tardives. Le dialogue gagne alors en lucidité et les désaccords argumentés deviennent utiles plutôt que polarisants. L'invitation est simple. Comparez les procédures au discours. Suivez les chiffres avant les slogans. Interrogez la cohérence dans le temps plutôt que l'intensité des annonces. C'est dans ces écarts que se lisent les changements durables.
Une question demeure, volontairement ouverte. Comment chacun peut-il adapter sa manière de penser l'économie mondiale lorsque les fournisseurs deviennent de fait des décideurs à part entière?